Alors, lorsqu'on évoque les maquis et la résistance en 1944, la première image qui vient à l'esprit, c'est celle du maquisard qui porte béret, brassard et féfi au bras et pistolet mitrailleur Sten à la main. Dans l'histoire de la résistance vosgienne, le maquis de Vaudeville, qui pourtant est situé dans la Meuse, forme l'une des unités FFI emblématiques de la plaine, dont le souvenir est tous les ans commémoré depuis 1946, chaque 1er septembre, devant un monument dans la Meuse, en bordure de la route Vaudeville-le-Haut-d'Inville, où sont inscrits 5 noms. Mais le maquis de Vaudeville, dont l'existence est relativement éphémère, comme nous allons le voir, est également, dans l'histoire de la résistance vosgienne, le premier maquis du département à s'engager pour les combats de la libération en septembre 1944. C'est aussi un maquis qui, à ce jour, ne dispose pas de monographie publiée. Il est simplement évoqué dans les ouvrages sur la résistance de façon très succincte. Il existe pourtant des sources qui m'ont servi à construire cet exposé, qu'elles soient écrites ou orales, militaires ou civiles. Et nous allons donc aborder l'exposé en 3 temps. Je vais vous expliquer l'origine du maquis. Dans un second temps, sa constitution réelle pendant l'été 1944. Et enfin, dans un dernier temps, les combats du 1er septembre pour lesquels le maquis est connu. Aux origines de la résistance aux confins des Vosges et de la Meuse, et donc aux origines du maquis de Vaudeville, la place incontournable est occupée par la famille Pierson de Seromont. La famille Pierson, c'est Maurice et Berthe, que vous voyez sur la droite. Maurice Pierson, né en 1897, d'un sous-officier de l'armée de terre, a des origines maternelles de Seromont. Pendant la guerre de 14, il s'engage comme homme du rang, volontaire, dans l'infanterie en 1916. Et très rapidement, en 1917, il est blessé sur le chemin des Dames, à Craonne, victime d'un ensevelissement et d'une commotion par éclatement d'obus de gros calibre. Revenu sur le front en 1918, il est à nouveau blessé dans la Somme, assez sévèrement. De retour dans ses foyers en 1919, il épouse une autre personne de Seromont, Berthe Aquin. Et dans les années 20, le couple a 4 enfants, dont nous reparlerons au cours de l'exposé. Gilbert, né en 1920, Marcel, né en 1922, Geneviève en 1926 et Yvonne en 1928. Agriculteur à Seromont, Maurice Pierson est également, dans les années 1930, maire de la commune. Son frère Georges est cultivateur également. C'est une famille bien implantée à Seromont. Militant politique de la SFIO, Maurice Pierson est également franc-maçon à la loge Franchise et Solidarité de Neufchâteau, où il est initié dès 1929 et compagnon, puis maître en 1931. Il est initié en même temps que plusieurs personnes, Robert Millon, surveillant général au collège de Neufchâteau, René Mougin, instituteur, et André Huguenel. Maurice Pierson noue dès les années 1920 de très forts liens d'amitié et connaît beaucoup de monde dans tout le canton de Coussay. Ancien combattant de 14-18, en juin 1940, pour lui et sa famille, c'est le choc. Le choc et la consternation, notamment lorsqu'il assiste au passage de longues colonnes de réfugiés au sein du village de Seromont et qu'il voit ensuite les troupes françaises refluer en direction de la Meuse et enfin les troupes allemandes arriver le 18 juin. Quelques jours après, le 21 ou 22 juin, comme il est maire du village, il est prévenu qu'un spahi, un soldat monté français, est blessé et caché dans une grange du village. Il le soigne, mais ne peut empêcher la délation et la dénonciation aux Allemands de la présence de ce soldat français. Il est d'ailleurs fait prisonnier, puis exécuté sommairement dans les bois de Sionne le 22 juin. Et c'est très probablement Djil Ali qui est mentionné comme mort pour la France dans les bases du ministère des anciens combattants. Dès l'été 40, Maurice et son fils sillonnent les bois tout autour de Seromont et récupèrent armes et munitions qui sont abandonnées. Parallèlement, été 40, ce sont aussi la constitution des camps de prisonniers français qui, peu à peu, sont transférés en Allemagne. Les prisonniers réussissent à s'évader. Certains passent par Seromont. La famille Pierson les accueille systématiquement, les nourrit, les habille. Gilbert Pierson, qui n'a que 20 ans à l'époque, et que j'ai bien connu, puisqu'il m'a confié son témoignage, m'expliquait qu'il les conduisait à travers bois le plus loin possible pour les aider à gagner la zone libre. Donc je ne pense pas qu'il faisait partie d'une filière d'évasion en tant que telle, mais il participait de cette volonté de faire quelque chose dès 1940 en agissant humainement. Parallèlement,
dans le contexte de la Révolution nationale qui est initiée dès l'été 1940 par le gouvernement de Vichy, une action étatique anti-maçonnique est mise en place. Maurice Pierson, dont les activités maçonniques sont bien connues, étant maire, est révoqué. Et il arrive à obtenir tout de même du préfet des Vosges que ne soit pas désignée une délégation spéciale, mais l'un de ses amis, Henri Didier, agriculteur à Seromont, comme nouveau maire du village. Dès l'année 41, les autorités allemandes réquisitionnent céréales, chevaux, vaches, comme d'autres familles d'agriculteurs. La famille Pierson doit se plier aux réquisitions, mais elle essaye de freiner, dans la mesure du possible, ce qu'elle peut faire pour ce type de réquisition. Vous pouvez passer à la suivante. Seromont, Vaudeville, Chermisay, dans les années 1943-1944, constitue une zone géographique aux confins des Vosges et de la Meuse, une zone de refuge parfaite, qui est loin des grands axes de communication, couverte de forêts, de bois, très rurale, peu peuplée, qui se situe à la limite de 2 départements, de 2 administrations, si vous voulez, à l'écart des centres administratifs et de pouvoir, mais aussi à l'égard des zones de cantonnement allemand. C'est donc une zone particulièrement propice à la cache de réfractaires. En effet, au début de l'année 1943, le gouvernement de Vichy institue le service du travail obligatoire qui oblige tous les jeunes hommes nés de 1920 à 1922 à aller travailler en Allemagne. Beaucoup de Français sont obligés de s'y rendre, certains réussissent à se soustraire à cette mesure impopulaire et d'autres, au hasard de permission, oublient de retourner en Allemagne et cherchent à se cacher. Le secteur, Seromont, Vaudeville, Chermisay, constitue ainsi une zone tout à fait propice pour la cache de ces réfractaires. En effet, ce sont des agriculteurs complices qui, dans le réseau de la famille Pierson, vont accueillir notamment des réfractaires au STO à Vaudeville. Alors, je pourrais en citer plusieurs, hein. Albert Soubriard, qui est caché chez Maurice Bélisson, agriculteur à Vaudeville, Jean Didneau, le fils d'un épicier de Neufchâteau, lui aussi caché à Vaudeville, mais aussi à Seromont, Pierre Thomas, Guy Turato, Guy Tolin et plein d'autres réfractaires qui sont placés comme commis agricoles chez des agriculteurs. Mais ce sont aussi des évadés qui sont cachés, notamment des prisonniers de guerre qui ont pu s'échapper et qui sont cachés par la famille Bélisson dont on a parlé à Vaudeville, mais aussi Dominique Classen, photographe à Villerue, qui était interné au camp d'Écrouves et qui a pu s'échapper du camp en juillet 1943 et qui trouve refuge lui aussi chez Maurice Bélisson à Vaudeville. À Seromont, la famille Pierson héberge de l'automne 1943 au printemps 1944 3 clandestins. Le premier d'entre eux, Fernand Baptiste de Saint-Ouen, ancien frère de loge de Maurice Pierson, est réfractaire au STO, rescapé du maquis de la délivrance, qui a été anéanti le 15 juillet 1943, qui était animé par Adiba et Marcel Arburger. Donc il trouve refuge dans la famille Pierson. Autre réfugié clandestin, André Lemarie, originaire de Senones, qui est recherché lui aussi par les Allemands et qui est hébergé clandestinement d'abord dans la famille Pierson et ensuite au chantier forestier de Chermisay dont nous allons reparler. Et enfin, Georges Froitier, qui, au printemps 1944, camarade de frère de Maurice Pierson, responsable départemental du mouvement de résistance Ceux de la Résistance, trouve refuge chez son ami Maurice Pierson, où il participe aux travaux agricoles, et se fait oublier aux confins des Vosges et de la Meuse. Vous pouvez passer à la diapo suivante. Autre lieu de cache très important dans le secteur, c'est le chantier forestier de Chermisay. En 1943-1944, dans ce secteur boisé, éloigné des grands axes de communication, un refuge discret est constitué par ce chantier créé dès avril 1943 par l'administration des eaux et forêts pour le compte de l'épicerie en gros La Jeanne d'Arc d'Épinal. Ce chantier de carbonisation de bois, on y fabriquait du charbon de bois, est placé sous la direction d'un tout jeune homme, à peine 22 ans, Maurice Peffer, fils du pharmacien de Rambervillers. Le tout se fait sous la protection du secrétaire de direction de la Jeanne d'Arc qui habite Épinal, Jean Parisot, qui s'arrange pour fournir des papiers pseudo-légaux aux PG, prisonniers de guerre évadés et réfractaires qui trouvent refuge à Chermisay. Alors ils sont 8, entre 1943 et 1944, à travailler dans les bois, exploitant donc la coupe forestière, fabriquant du charbon de bois,
parfois sabotant le charbon de bois qu'ils sont obligés de livrer aux troupes allemandes en y rajoutant une pelletée de cailloux en fond du sac, le tout étant fait de manière à ne pas éveiller trop la suspicion. Donc Maurice Peffer, responsable du chantier forestier, lui est gagné à la cause de la résistance dès 1942. Et sous le pseudonyme de Flic, il est prêt à faire basculer ses propres réfractaires le jour venu dans le combat. Mais si cette zone est une zone de refuge, c'est aussi une zone qui peut être dangereuse sur la partie la plus à l'ouest, puisqu'à Dainville réside en 1944 le chef départemental adjoint de la milice de la Meuse, le commandant Marcel Maison, dont le secrétaire général est le cafetier néocastrien Roger Plantard. Et le commandant Maison reçoit très souvent à son domicile les miliciens de la Meuse. Donc les routes du secteur sont quand même sillonnées par des miliciens de passage, sachant que la milice traque la résistance. Vous pouvez passer à la suivante. Si Maurice Pierson donc témoigne d'un esprit de résistance dès 1940, selon son dossier de résistant, qui est constitué après la guerre et conservé aux archives militaires, il est noté qu'il est affilié au mouvement Organisation civile et militaire, OCM, dès octobre 1942, donc sans pouvoir savoir s'il dépend de la Meuse à l'époque ou des Vosges. Il prend le pseudonyme de Bastien, et tous ses courriers clandestins seront désormais signés Bastien. Il contribue à la diffusion de la presse clandestine, aidé en cela par son épouse, son fils et ses filles. Après la fusion des branches action de tous les mouvements de résistance, donc au printemps 1943, est créée l'armée secrète, qui au niveau national va être commandée par le général Delestrin, en Lorraine par Émile Pierret, et dans le secteur ouest des Vosges par Henri Absalon, le boulanger néocastrien. Maurice Pierson va assurer sous la direction d'Henri Absalon la direction du secteur armée secrète du canton de Coussay. Vous pouvez passer à la suivante. Maurice Pierson est en lien aussi avec le Bureau des opérations aériennes. C'est un organisme créé par les services secrets gaullistes destiné à la recherche de terrains de parachutage, à assurer des contacts radio avec les services secrets français de la France libre et à la formation et la mise à disposition d'équipes de réception pour les parachutages. Donc il y a toute une organisation qui se met en place dès le printemps 1943 et au niveau local, c'est dans le secteur BOA dirigé par Henri Absalon que va dépendre le secteur de Chermisay. Donc au niveau vosgien, c'est Pierre Armbruster qui dirige le bureau des opérations aériennes et qui va assister avec Maurice Pierson et un autre grand résistant, François Delimal, en juin 1943, à la reconnaissance d'un terrain, le terrain de Chermisay, ancien terrain militaire désaffecté de la guerre de 14, que les Allemands ont omis de rendre inutilisable. Et il va être homologué à Londres comme terrain de type HOMO, c'est-à-dire capable d'accueillir des avions Lysander qui permettent des envols et des dépôts d'hommes, si vous voulez. Ce n'est pas un terrain de parachutage d'armes. Autre terrain que Maurice Pierson concourt à faire reconnaître, c'est le terrain Torpille, au nord de Vaudeville, au lieu dit la Combe-Milot, terrain Torpille dont on reparlera, qui est homologué officiellement en janvier 1944. Vous pouvez passer à la suite. Maurice Pierson est aussi en lien donc, avec toute la hiérarchie qui se met en place. Je vais passer dans les détails, mais au niveau régional, local, pour la résistance, et il est en contact notamment avec les résistants du secteur de Neufchâteau, que sont Henri Absalon ou Georges Vanson. Les responsables clandestins se rencontrent régulièrement à Seroumont, à Neufchâteau, échangent des informations, des rapports. Et il est aussi en lien donc, avec Georges Froitier, que l'on a évoqué tout à l'heure, qui dirige le mouvement Ceux de la Résistance au niveau du département. En août 1943, un parachutage est organisé dans la nuit du 16 au 17 août à Bazeuil-sur-Meuse, et une partie des armes réceptionnées pour le groupe de Neufchâteau est confiée au groupe de Chermisay, et c'est Maurice Pierson et Maurice Peffer qui, en vélo, vont chercher la cargaison qui leur est destinée, tant d'explosifs que d'armement. Maurice Pierson organise patiemment son secteur, prend contact avec des personnes sûres du canton, prêtes à s'engager au grand jour quand il sera nécessaire. Il contacte le réseau des facteurs, Villemain à Greux, l'excellent à Coussay, et des connaissances autres, telles Raymond Porté, percepteur à Coussay, dont nous reparlerons. Gilbert Pierson, lui-même plus jeune, noue des contacts très fructueux avec des jeunes de son âge, dans tous les villages du secteur, qui eux aussi veulent faire quelque chose. Enfin,
Maurice Pierson participe au noyautage des administrations publiques et est désigné dans l'hiver 43-44 comme futur vice-président du comité de libération de l'arrondissement de Neufchâteau. Parallèlement, début 1944, la hiérarchie des forces françaises de l'intérieur se met en place et Maurice Pierson, occupé par le noyautage des administrations publiques, va céder son commandement FFI sur le canton de Coussay à Raymond Porté, le percepteur de Coussay qu'il avait contacté, qui prend le pseudonyme de Flac désormais. Mais rapidement, premières alertes sont à redouter. En effet, dès septembre 1942, une première dénonciation avait dénoncé la famille Pierson comme hébergeant des prisonniers de guerre évadés. La maison avait été perquisitionnée, rien n'avait été trouvé. Maurice Pierson, convoqué à la commandanture de Neufchâteau, a été libéré le soir même. En 1944, les taux se resserrent. En février, c'est le boulanger néocastrien Henri Absalon qui est arrêté. Le 12 mai, le 18 mai, le 2 juin 1944, les groupes de Châtenois, de Neufchâteau sont décimés. L'organisation est chancelante. Les résistants et clandestins de Seromont, Vaudeville et Chermisay sont sur leur garde. La constitution initiale du maquis de Vaudeville a lieu en juin 1944. En effet, dès le mois de mai 1944, des allées et venues suspectes d'étrangers autour du secteur alertent les clandestins. Et tout début juin 1944, Maurice Pierson décide de coucher dans les bois, à l'extérieur, dans un bâtiment à l'écart, pour éviter de se trouver à son domicile. Georges Froitier, Gilbert Pierson, Fernand Baptiste, qui sont à son domicile, choisissent, eux, de se réfugier à la halle au foin que vous voyez sur le milieu de cette illustration. Deux autres résistants néocastriens les rejoignent dès le lendemain. Jean Catera, chef de secteur FFI de Neufchâteau, et Pierre de Massé, jardinier à Neufchâteau. C'est alors que le 5 juin 1944, à l'aube, Seromont est encerclé par les Allemands et la Gestapo de Nancy, sous la direction d'Alfred Bödiker, dont vous avez la photo sur la droite, qui a obtenu des informations très précises sur le secteur et la résistance, disposant de noms, perquisitionne toutes les maisons de Seromont. Parallèlement, le chantier forestier de Chermisay est cerné. Il est investi et 4 bûcherons sont arrêtés, n'ayant pas pris la précaution de coucher hors du centre forestier qui les hébergeait. Il s'agit de René Leclerc, Luc Robert, Michel Tilly, Abel Vuillard. 4 autres bûcherons, dont Maurice Peffer, échappent à la descente policière. Le soir du 5 juin, après ces tragiques événements, Maurice Pierson, Georges Froitier, Gilbert Pierson, Fernand Baptiste, Jean Catera, Pierre de Massé se retrouvent dans les bois, au lieu dit la baraque de Sophie, qui était le point de ralliement prévu en cas de coup dur, qui permet de regrouper tous les clandestins en alerte. En fin de journée, viennent les retrouver Maurice Peffer et les rescapés de la descente de Chermisay. Au soir du 5 juin, un petit groupe de 10 clandestins est réuni au fond des bois de Vaudeville et constitue le noyau fondateur de ce qui deviendra le maquis de Vaudeville. Prenant discrètement contact avec la famille Bélisson de Vaudeville, elle reçoit quelques éléments de nourriture et le groupe passe sa première nuit très fraîche et humide dans une jeune sapinière à proximité sous la pluie. Le lendemain, ils apprennent, grâce aux agriculteurs complices, la bonne nouvelle du débarquement en Normandie, mais ils sont au fond des bois humides et Gilbert Pierson me racontait qu'effectivement la bonne nouvelle n'avait pas pu cacher la difficulté du moment. Le soir même, c'est Raymond Porté, le chef de secteur FFI de Coussay, qui vient les rejoindre. Et le surlendemain, Georges Lambert, dit Jojo, de Neufchâteau, qui vient aussi les rejoindre. Et il se trouve désormais à 12 clandestins, vivant dans les bois, dans des huttes de branchage. Quelques jours après, la situation semblant se calmer, les néocastriens Jean Catera, Pierre de Massé et son fils Raymond ainsi que Georges Lambert regagnent discrètement la cité néocastrienne, laissant les autres clandestins dans leur hutte de bois, dans les bois autour de Vaudeville. Mais Georges Froitier, plus âgé que les autres, souffrant, ne dort plus dans les bois. Il va dormir dans une cabane, une roulotte de berger, et c'est là qu'il assiste un matin à une unité allemande essayant d'encercler un bois dans le secteur, ce qui met donc la puce à l'oreille des clandestins et qui déplace leur campement plus près de Vaudeville, à proximité du terrain Torpille, dont je vous ai parlé, terrain de parachutage. Le campement est installé à proximité d'une source fraîche et bénéficie toujours de l'aide des agriculteurs de Vaudeville.
Et le soir venu, les clandestins viennent écouter Radio Londres chez Maurice Bellisson à Vaudeville pour écouter les messages personnels, annonçant des messages qui pourraient leur être destinés. Parallèlement, en cette première partie de juin 1944, des coups de main en application du plan vert qui prévoyait l'immobilisation des voies ferrées après le débarquement sont réalisés par les maquisards de Vaudeville. Gilbert Pierson et Maurice Peffert immobilisent ainsi, entre Sion et Midrevaux, une grue de réparation, une grue ferroviaire de dépannage que les Allemands avaient justement mis sur cette voie de secours pour permettre de réparer rapidement les destructions éventuelles de la résistance dans le secteur. Mais les moyens d'action sont limités et le manque d'armes et d'explosifs se fait cruellement sentir. D'autres actions sont également menées contre des collaborateurs, notamment le domicile du commandant Maison est ainsi attaqué dans la nuit du 1er juillet 1944. Par la suite, le milicien et sa famille se réfugieront à Bar-le-Duc, comprenant qu'ils n'ont qu'à trop risquer de rester sur place. Le 20 juin, à l'aube, nouvelle descente de la Gestapo de Nancy, toujours conduite par Alfred Bödiker. Et c'est une descente, cette fois-ci, sur Chermisay-Céraumont qui est reprise. L'un des 4 jeunes réfractaires du chantier arrêtés le 5 juin, malmené lors des interrogatoires, a parlé et dénoncé une agricultrice qui hébergeait un malgré-nous, Germaine Schmitt, le malgré-nous étant Paul Meyer, à Chermisay. La descente aboutit à l'arrestation des 2 personnes et à leur déportation. À Céraumont, c'est la famille de Maurice Pierson qui est touchée. Berthe et ses 2 filles, Marcel et Geneviève, sont arrêtées et internées à Nancy. Geneviève sera libérée début juillet, mais Berthe et sa fille Marcel partiront en déportation l'une et l'autre. Le 18 juin, à Épinal, c'est le secrétaire de la Jeanne d'Arc, Jean Parisot, qui est arrêté dans la même affaire. Les nouvelles de l'arrestation des membres de la famille Pierson abattent le moral des clandestins. Au début du mois de juillet, le groupe clandestin n'ayant plus de contact avec la hiérarchie FFI des Vosges, craignant d'être repéré, envisage de se disperser. Et le responsable départemental FFI, René Matz, donne l'ordre à Georges Froitier de regagner Circourt, ce qu'il fait, abandonnant ses camarades. Le groupe se sépare. Maurice Peffert rejoint également le maquis de Circourt. Raymond Portet se réfugie à Neufchâteau, Fernand Baptiste rejoint Saint-Ouen. Ne restent que sur place André Lémarie et Maurice Pierson qui continuent à se cacher dans les bois. Gilbert Pierson se réfugie en Haute-Marne chez des cousins. La consigne tant attendue de passage à l'action et de mise en alerte des groupes et de montée au maquis est enfin diffusée sur les ondes de Radio Londres dans les fameux messages personnels à la mi-août 1944. Les Alliés sont alors en train de foncer sur Paris. Ayant entendu le message qui est destiné au maquis de Vaudeville, Gilbert Pierson, depuis la Haute-Marne, regagne rapidement, comme il le peut, Vaudeville et cherche à reprendre contact avec son père, Maurice. C'est Lucien Lacroix, ouvrier agricole de Maurice Bellisson, qui renseigne Gilbert Pierson, croisé au détour d'un pré, et qui lui dit que son père est réfugié avec André Lémarie dans les bois, à l'ancien emplacement de l'installation du camp préliminaire de juin 1944. Il réussit à retrouver son père, les huttes sont réparées, les branchements sont remis en place, on récupère dans un chantier de charbonnier des toiles de tente, des tôles, et on consolide ce camp. Il faut alors assurer la mobilisation dans le secteur. Raymond Portet, chef FFI du secteur de Coussay, participe aussi au groupe et vient rejoindre ce premier noyau. La mobilisation, d'autant plus qu'un parachutage est prévu et annoncé sur le terrain de Vaudeville sans qu'une date ne soit fixée. Raymond Portet et Gilbert Pierson, dès la 2e quinzaine d'août 1944, prennent la route et préviennent tous les chefs de groupe dans tous les villages du canton de Coussay, leur donnant le lieu de rendez-vous et le mot de passe pour le jour venu pouvoir monter au maquis de Vaudeville. En toute discrétion, ils rencontrent René Ingret à Sion, Pierre Lorange à Chermisay, Charlie à Dainville, André à Maxey, Noël Gélène à Coussay et plusieurs autres, Ernest Martin à Tranqueville. Chaque chef de groupe est chargé de mobiliser les hommes volontaires de plus de 18 ans dans son secteur. Quelques jours après, le 20 août, alors que Maurice Pierson commençait à désespérer de voir quelqu'un rejoindre le maquis, c'est le premier groupe qui arrive au maquis de Vaudeville, celui du garde forestier de Tranqueville, Ernest Martin, accompagné de Roger Martelin de Ruppe, de François Millon, de Roger Hostier. Dès le lendemain matin, de nombreux groupes convergent, arrivent de tout le canton de Coussay qui va fournir le gros du contingent. Mais rapidement, de nombreux jeunes convergent en groupe
ou isolés vers Vaudeville, venant de Gand, Liffol, Gondrecourt, Neufchâteau, et même parfois plus loin. Certains par des relations, ou le bouche à oreille, ont même appris le point de ralliement et le mot de passe. On mesure alors la part d'improvisation, mais aussi d'imprudence, qui aurait pu avoir de très lourdes conséquences. À la fin du mois d'août, l'effectif total du maquis de Vaudeville va s'élever, selon les chiffres que donnait Gilbert Pierson, à 524 hommes, mais d'après les rapports que j'ai pu retrouver en archives militaires, plutôt autour de 400 maquisards. Vous pouvez passer à la suivante. L'encadrement militaire du maquis est mis en place. Donc un commandement réalisé par Raymond Porté, le percepteur de Coussay, qui se prend pour adjoint Noël Gélène, 5 ou 6 chefs de centaine, 5 chefs de centaine d'après les rapports militaires, Gilbert Pierson, Ernest Martin, Pierre Laurent, Jean-Olivier, Marcel Beauvais. Et sur certains rapports, il est indiqué que Noël Gélène est aussi chef de centaine, mais je ne le trouve pas cité partout. Ensuite, l'organisation se fait en chef de trentaine, un groupe de 30 hommes commandé en général par des sous-officiers de carrière, et des sizaines, donc en théorie 6 hommes commandés par des personnes choisies. Vous pouvez passer. Les chefs de centaine sont en général souvent des instituteurs, anciens officiers de réserve qui ont fait leur préparation militaire supérieure, ou des officiers d'active, ou pour d'autres, comme Gilbert Pierson, des gens qui n'ont pas eu d'expérience militaire. L'instruction militaire et le maniement des armes, malgré le manque cruel d'armement, se fait sous la conduite des officiers d'active qui ont été mobilisés. Vous pouvez passer à la suivante. Alors, c'est un défi de taille, en fait. Vous imaginez 400 personnes vivant dans les bois. Défi de taille pour le ravitaillement, notamment. L'intendance s'organise quand même assez rapidement. Une source d'eau fraîche est à proximité. Une cuisine roulante qui avait été récupérée en juin 40, abandonnée par l'armée française, reprend de l'activité. Et Dominique Classen est chargé, lui, d'organiser le ravitaillement. Blé acheté auprès de fermes amies. La viande est fournie par des bouchers complices, le beurre, le lait dans des laiteries qui sont contactées, et on réquisitionne le tout officiellement avec des bons de réquisition FFI. Un parc à voitures et camions réquisitionnés est mis en place. Il est dirigé par Jean Humbert, photographe à Neufchâteau, et a pour chef mécanicien Achille Piot, qui sera le fondateur des établissements Piot après la guerre. Également est constitué un enclos Sainte-Barbelée, au moulin de Vaudeville, pour y enfermer les individus, hommes et femmes, que l'on soupçonne de collaboration ou victimes de dénonciations, parfois non fondées. La famille H de Moncel fait partie des prisonniers, ainsi qu'un vétérinaire néocastrien, Paul B., accusé d'avoir chassé avec les Allemands. Gilbert Pierson se souvenait avoir obtenu la libération de prisonniers qui avaient été arrêtés juste pour des querelles de voisinage et qui n'avaient aucun rapport avec de la collaboration éventuelle. Vous pouvez passer à la suite. Le 31 août, dans la nuit de 31 au 1er septembre, a enfin lieu ce que tout le monde attendait au maquis de Vaudeville, un parachutage d'armes. C'est un parachutage très tardif. En fait, les autorités londoniennes refusent de livrer des armes trop tôt en général. On a peur qu'elles soient mal utilisées. Donc, c'est souvent vraiment juste avant les combats qu'elles sont livrées. Et c'est le terrain de la Combe-Milhaud, le terrain Torpille, qui reçoit le 31 août au soir, alors qu'un convoi allemand est en train de monter de Vaudeville. Tout le monde est à son poste, l'équipe de réception est à son poste. Un convoi allemand passe sur la route qui est tout près. Du coup, vous voyez cette route qui va de Vaudeville à Dainville. Le comité de réception est obligé d'éteindre les lumières. Gilbert Pierson demande à ce qu'on ne fasse pas de bruit du tout. Et finalement, deux avions, larguent leur cargaison à 1h30 du matin. Gilbert Pierson me disait « Je n'oublierai jamais le spectacle, sous la lune pleine et superbe ce soir-là, de ces corolles descendant du ciel et nous apportant le matériel tant attendu. Il était grand temps. » Il était en effet grand temps, car dès le lendemain matin, alors qu'il fait chaud, grand soleil, un temps radieux, les maquisards ouvrent les containers, dégraissent les armes, commencent à essayer de s'initier avec ce matériel anglais. Lorsque, vers 11h, alors donc ils sont en train de préparer leurs armes, parvient la nouvelle qu'une vingtaine de soldats allemands montant de Neufchâteau vient s'installer à Vaudeville et que l'unité, donc le maquis, installe des postes de garde à proximité. Certains souhaitant en découdre veulent attaquer aussitôt. L'état-major du maquis refuse et réussit à tenir ses troupes, qui ne sont pas très armées.
et voulant éviter toute provocation et tout risque de représailles sur les villages à proximité. Gilbert Pierson, de son côté, retourne en fin de matinée écouter Radio Londres parce qu'un seul avion sur les 2 qui étaient présents la veille a largué ses armes. Il ne comprend pas pourquoi toute la cargaison n'a pas été envoyée. Et il entend le message « Le chercheur d'or reviendra ce soir », qui signifie qu'un 2e avion va repasser le soir du 1er septembre. Alors qu'il quitte la ferme pour rejoindre l'état-major, il entend une vive fusillade en direction du camp de Vaudeville. Ne sachant pas ce qui se passe, il se précipite. En effet, vers midi, à ce moment-là, le 1er septembre, en direction de Vaudeville, venant par la route de Dainville, arrive le début d'une longue colonne allemande, composée d'une 60aine de cyclistes, d'environ 180 soldats à pied, et d'une caravane de 12 voitures hippomobiles conduites par des civils français réquisitionnés dans la Meuse. Cette colonne a pour ordre de préparer le minage des ponts sur la Meuse. Les unités américaines approchent, c'est la fin du reflux des troupes allemandes. Au même moment, une voiture de ravitaillement du maquis entre dans le bois et tombe nez à nez avec la colonne. La colonne allemande ouvre le feu immédiatement, installe des mitrailleuses en batterie, et ce sont les premiers coups de feu du combat de Vaudeville du 1er septembre. Une patrouille FFI composée d'André Lemarie, Maurice Peffer, Maurice Demangeau et Jean Parison quitte immédiatement le camp et saute de haie en haie pour se rapprocher de l'accrochage. Mais au détour d'une haie, le groupe tombe face à face avec un groupe d'Allemands qui ouvre immédiatement le feu. André Lemarie, touché d'une balle en plein front, tombe le premier. Il est achevé à coups de crosse par les Allemands. Jean Parison, blessé à l'aine, a juste le temps de se cacher dans une haine en se glissant et de prévenir ses 2 camarades de l'irruption. C'était encore celle-là. De l'irruption des troupes allemandes. Maurice Peffer réussit à se dégager en lâchant une rafale de mitraillettes Sten, mais les maquisards regagnent miraculeusement le camp. Parallèlement, le camp est en alerte, mais l'armement est très faible et ne permet que d'équiper une 60aine de maquisards sur les 400. Donc l'essentiel du maquis va rester au camp et seulement 60 vont se porter au feu. Arrivés au contact, les maquisards, la 60aine de maquisards, engagent tout de même le combat. Sur l'aile droite, donc vous voyez secteur entre Vaudeville et le bois, en fait c'est vraiment le secteur du combat où je voulais matérialiser par une sorte d'explosion. Sur l'aile droite, Manuel Morera, dit José, repère une mitrailleuse allemande qui couvre tout le champ de bataille. Excellent tireur, il réussit à immobiliser le tireur allemand, les forçant à abandonner leur fusil mitrailleur qui est récupéré par les maquisards. Malheureusement, dans ce secteur-là, des maquisards perdent la vie. Maurice Huttot, à peine 18 ans, qui sert le fusil mitrailleur de Jean Catera, le chef de secteur FFI de Neufchâteau, est touché. En effet, les 2 hommes, une balle atteint d'abord Jean Catera à l'épaule, puis Maurice Huttot est littéralement haché par cette balle. À peu de distance, c'est Pierre Millon, un jeune homme de 19 ans, qui lui aussi est coupé en 2 par une rafale de mitrailleuse et achevé à coups de crosse. Sur l'aile gauche du champ de bataille, Noël Gélène, René Agré et Abel Michel, qui rentrent dans les fossés, route de Dainville, réussissent à attaquer à la grenade provenant du parachutage de la veille, une mitrailleuse. Le mitrailleur allemand est immobilisé, il est blessé, conduit prisonnier au camp du maquis et un des maquisards que j'ai eu la chance d'interroger me disait que c'est lui qui l'avait porté sur son dos jusqu'au camp et il avait eu toutes les peines du monde à empêcher qu'il soit lynché par les maquisards qui étaient restés au camp. C'est le vétérinaire néocastrien arrêté pour collaboration qui va le soigner et demander à ce qu'il soit plus tard évacué sur l'hôpital de Gondrecourt. Malheureusement, il sera sommairement exécuté lors de son transfert dans les bois. Marcel Beauvais, chef de centaine, voyant rapidement tout le profit qu'il peut tirer de ces actions et de l'immobilisation des nœuds de mitrailleuses allemandes, fait mettre 2 FM en batterie dans l'enfilade de la route de Dainville, entre les bois et Vaudeville. La route étant toute droite, les Allemands comprennent que le repli va être difficile, donc ils préfèrent se replier sur Vaudeville et incendient la ferme de Maurice Bélisson à proximité. Pendant tout le combat, de midi à 16h, le village de Vaudeville est intégralement fouillé. Les Allemands trouvent des brassards FFI, des insignes dans des fermes. Ils sont prêts à tout brûler. Malheureusement, la colonne les empêche de mettre leur projet en effet. Et dans l'après-midi, alors que le combat faisait rage, Raymond Porté avait quand même essayé d'envoyer l'adjudant-chef Bure, un militaire d'actif du maquis, à la rencontre des premiers éléments américains qui étaient annoncés à Gondrecourt. Des éléments de reconnaissance du 42e Squadron de reconnaissance US, présents avec quelques automitrailleuses et jeeps à Goncourt. Et on a la chance de bénéficier du témoignage d'un jeune Français qui était embarqué dans une des jeeps américaines, qui relate cette première rencontre. À ce moment, une voiture FFI arrive à grande allure, s'arrête près de ma jeep, et un homme demande « Un interprète, vite, vite !» Je me présente.
Le groupe des FFI de Vaudeville vient d'être attaqué. Vu leur petit nombre et la pauvreté de leur armement, ils ont dû se replier dans les bois, mais ils tiennent l'ennemi à respect. Pourtant, il faut venir vite à leur secours. » Le jeune Français explique, je traduis la demande au lieutenant, et j'ai bien sûr obtenu plus tard que l'escadron C puisse accourir. Donc on connaît l'unité américaine qui est portée, donc 5 ou 6 automitrailleuses Jeep américaines arrivent vers 16h30, 17h à Vaudeville, et aussitôt dans la foulée, alors que la colonne se replie en direction des Roises, Raymond Porté et Noël Gélène, son adjoint, montent sur la première Jeep et partent à la poursuite de la colonne qui se replie vers la vallée de la Meuse. Mais c'est alors que se produit une tragique méprise. Noël Gélène, qui est dans la Jeep de tête et qui était tenu et vêtu d'un treillis, saute de la première Jeep et part à la poursuite d'un soldat allemand qui s'enfuit dans les bois. La dernière Jeep américaine arrivant, voyant 2 soldats en treillis kaki, fait une confusion. Et malheureusement, le soldat américain de cette Jeep, excellent tireur, ajuste calmement sa carabine et loge une balle dans la tête de chacun des 2 hommes. Noël Gélène, grièvement blessé, ne survit pas à ses blessures. Après 30 minutes d'affrontement, les Allemands démoralisés se rendent, 198 hommes. Une vingtaine d'hommes sont morts. Les pertes du combat, donc vous pouvez passer à la diapo suivante. Du côté FFI, donc 4 morts, hein, je vous les ai cités, des blessés. Et en marge aussi de ce combat, quelque chose d'assez particulier. Le Radio Londres a rapporté sur ses ondes le 1er octobre le combat de Vaudeville, l'a cité comme un des combats pour redonner l'espoir. En marge des combats du 1er septembre, il est utile de citer quelque chose d'assez peu connu aussi, c'est la mort d'un collaborateur par balle allemande. En effet, il s'agit d'un ancien frère de loge de Maurice Pierson, Robert Millon, qui était devenu pendant la guerre inspecteur régional du mouvement collaborationniste du Rassemblement national populaire et qui dirigeait le journal de ce mouvement à Nancy, qui, dans l'après-midi, est arrêté à son domicile à Removille et qui doit être conduit à l'état-major du maquis de Vaudeville pour être jugé. Et malheureusement, la voiture qui arrive monte à Vaudeville au moment où la colonne se replie et il tombe nez à nez. Donc le chauffeur a juste le temps de faire demi-tour et dans la fusillade généralisée, le collaborateur est tué. Il est abandonné dans la voiture, dans un petit bois, et c'est le soir même que Maurice Pierson viendra reconnaître le cadavre de son ancien camarade sur la commune de Ceaumont. Après le combat, Gilbert Pierson signale qu'un 2e parachutage a lieu le soir. L'état-major dit qu'après un combat pareil, il laisse tomber. Donc Gilbert Pierson obéit, mais vers 1h du matin, à proximité du camp, il entend les avions qui s'approchent. Et rapidement, avec 5 ou 6 camarades, il allume un terrain de fortune en bordure du campement, donc ce n'est pas du tout le terrain de parachutage homologué, des feux, et ils reçoivent un 2e parachutage le soir du 1er septembre. Après le 1er septembre, le lendemain, il faut annoncer la nouvelle tragique du décès des maquisards à leur famille. C'est ce que font Maurice Pierson et Raymond Porté. L'après-midi, sous une pluie battante, ordre est transmis aux 200 de Gilbert Pierson et Jean Olivier de descendre à Neufchâteau, désormais vide d'Allemands, et d'occuper la ville conjointement avec les autres maquis du secteur, Neufeilly, Circourt, Soulaucourt. Gilbert Pierson est chargé d'organiser la rotation des camions et voitures chargés de transporter les FFI vers la sous-préfecture. La traversée des villages, notamment à Coussay, se fait sous une folie. Un jeune témoin de 17 ans note dans son journal « Soudain, une voiture munie de petits drapeaux français passe à toute vitesse devant la gendarmerie. Puis une autre, puis 15, puis 20, le maquis descendait. Alors, crise de folie de foule, cris, acclamations, gesticulations de part et d'autre. Salut le bras levé, 2 doigts en V, répété aussitôt par les gosses. » C'est la folie apparemment à Coussay, dans l'ambiance. Il note simplement « On savait que Gélène et Millon avaient fait les frais de la fête, avec 2 autres, ce qui assombrit quand même la journée et interdit les sonneries de cloche à l'instar des autres villages. » À Neufchâteau, la pression est plus mitigée. Une néocastrienne note ainsi « Après le déjeuner, la foule se ramasse de nouveau. Voilà le maquis. On est tout étonné de retrouver des figures connues. Ils sont en civil avec un brassard marqué V et Croix de Lorraine, armés de fusils et mitraillettes. Ils commencent par procéder à quelques arrestations. X, dénonciateurs, des femmes qu'ils emmènent à l'hôtel de ville dans l'intention de les tondre, messieurs un tel comme collaborateurs. Je crains fort que l'esprit de parti ne perce là-dessous et qu'il y ait une vieille haine entre communistes et militants PSF. L'ambiance est plus mitigée à Neufchâteau.
Maurice Pierson est officiellement installé vice-président du comité de libération, dont la présidence est assurée par Georges Vanson. Le soir, le maquis de Vaudeville, les 2 centaines sont logés au groupe scolaire, où le mari de la directrice de l'école maternelle leur prépare à manger dans la cour. Il retrouvera malheureusement le lendemain sa cave pillée. Les hommes sont passés en revue par le commandant Pierre Marc, investi chef des maquis de Neufchâteau. Mais dans la nuit du 2 au 3 septembre, retour offensif d'une forte colonne allemande, et l'armement très insuffisant des maquisards ne permet pas de défendre la ville. Les maquis se replient en grande partie au château de Bourg-les-Monts, et notamment les 2 centaines du maquis de Vaudeville. Et ils ont la chance de rencontrer Jean Marin, un célèbre speaker français de Radio Londres, qui, de passage avec des troupes américaines, vient leur rendre visite entre le 3 et le 13 septembre 1944. Dès le 13 septembre, Neufchâteau est libéré le 12 septembre, les maquis redescendent à Neufchâteau. Ils ne sont pas accueillis forcément très bien, parce que beaucoup de néocastriens considèrent qu'ils sont partis un peu vite le soir du retour de l'arrivée de la colonne allemande, dans la nuit de 2 au 3 septembre. Le maquis de Vaudeville va assurer pendant une semaine avec les autres maquis du secteur des patrouilles de surveillance et des missions de police sur les axes de communication. Ils vont fouiller les bois environnants à la recherche de soldats allemands isolés et cachés, feront 10 prisonniers, 10 prisonniers allemands, tels que les rapports militaires nous le signalent. Le 20 septembre, ordre est donné aux maquisards de se rendre à Vittel, au PC-FFI du groupement 1, et les plus jeunes maquisards, âgés de moins de 20 ans, sont démobilisés. Une néocastrienne note ainsi dans son journal « 23 septembre, on démobilise aujourd'hui les trop jeunes maquisards. Ce n'est pas un mal, car il y avait beaucoup trop de ces échappés de collège, ne sachant pas seulement tenir un fusil. » Les autres maquisards, qui ne sont pas démobilisés, intègrent le 1er bataillon FFI des Vosges, qui est transporté le lendemain à la caserne Schneider d'Épinal, puis envoyé sur le front nord-est du département des Vosges. Et c'est à cette occasion qu'en cherchant à désamorcer une mine anti-char, André Charlier, 23 ans, originaire de Dainville, maquisard de Vaudeville, perd la vie à Girmontaron le 27 septembre, portant alors à 5 le nombre de tués du maquis de Vaudeville. Les 29 et 30 septembre, le maquis de Vaudeville, au sein du 1er bataillon FFI des Vosges, est engagé pour la libération de Rambervillers. Le 2 octobre, le maquis de Vaudeville est officiellement dissous et les effectifs souhaitant poursuivre le combat doivent s'engager dans l'armée régulière, 2e DB, 1re armée française, les autres maquisards regagnant leur foyer dans la plaine. Le souvenir du maquis de Vaudeville et de son combat, le 1er septembre, est commémoré pour la première fois le 1er septembre 1946 lors de l'inauguration sur les lieux mêmes de l'affrontement d'un monument rappelant le nom des 5 tués de l'unité. La cérémonie est grandiose. Raymond Porté, ancien chef de secteur FFI, chef militaire du maquis, après une allocution rappelant les hauts faits de l'unité, dévoile, avec les autorités civiles et militaires, tant meusiennes que vosgiennes, le monument commémoratif. Des décorations sont remises à certains maquisards et à leurs proches. Une messe en plein air est célébrée, puis la cérémonie se clôt sur la route de Dainville par un défilé militaire des anciens maquisards, encadrés par leur chef de centaine, sur les lieux mêmes du combat du 1er septembre 1944. Chaque année, depuis 1946, la cérémonie du 1er septembre devant le monument au maquis est un moment fort dans la mémoire résistante de la plaine des Vosges. Plus les années ont passé, moins les maquisards se sont trouvés présents pour célébrer l'épopée du maquis de Vaudeville. Désormais, acteurs et témoins n'étant plus en vie, le souvenir en est toujours perpétué chaque année par les autorités civiles et militaires ainsi que les associations patriotiques. Le maquis, qui eut donc une existence relativement courte, contrairement aux autres maquis du département, a effectivement duré de juin 1944 pour sa première création, mais avec une constitution définitive dans la 2e quinzaine d'août 1944 et rapidement dissous après la libération. Une particularité, et non des moindres de ce maquis, de la plaine des Vosges, est de porter le nom d'une commune meusienne. Cette originalité explique peut-être d'ailleurs le peu de place qu'il occupe dans la mémoire des maquis vosgiens, dont l'histoire a longtemps été seulement sommairement évoquée dans les publications de l'historien Robert Daudin, correspondant d'histoire du comité de la Seconde Guerre mondiale pour les Vosges, mais qui était un ancien maquisard de la montagne. Le maquis de Vaudeville dispose donc depuis le 1er septembre 1946 d'un lieu de mémoire, son monument commémoratif, situé sur les lieux mêmes du combat. Ce lieu de mémoire a toujours fidèlement rassemblé depuis 77 ans d'abord les anciens maquisards, désormais leurs enfants, pour rendre hommage aux 5 morts de l'unité et à ses combattants. La mémoire du maquis s'est également transmise par ses acteurs, dont l'un des plus illustres
fut jusqu'en 2005 le jeune chef de centaine Gilbert Pierson, qui inlassablement témoigna sa vie durant, tant auprès des publics scolaires qu'auprès de tous les historiens qui souhaitaient l'interroger. La famille Pierson fut ainsi non seulement l'âme du maquis, mais aussi la gardienne fidèle de sa mémoire. Désormais, les acteurs du maquis sont tous décédés, les sources écrites demeurent et permettent d'écrire sereinement l'histoire et l'épopée du maquis de Vaudeville sous tous ses aspects, connus ou moins connus.